Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur la fabrication additive polymère pour vos petites séries. Pour quelques informations un peu d'ordre général pour tout le monde, avant de commencer. Donc le webinaire sera disponible en replay, donc si vous arrivez à manquer quelques parties, ça sera possible de le re-regarder. Vous pouvez télécharger des documents aussi normalement sur le lien sur votre droite, avec des plaquettes, une présentation de notre laboratoire et d'IPC, et vous recevrez la présentation en même temps que le webinaire. Donc aujourd'hui, à travers une étude de cas d'injection, nous allons voir comment la fabrication additive polymère peut apporter de la flexibilité au procédé d'injection qui par nature est beaucoup moins flexible puisqu'il faut un outillage. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu les intervenants de ce webinaire. Donc je vais commencer par les invités. Donc de la société Hutchinson, nous avons Monsieur Tillet. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Tillet. Oui, donc Antoine Tillet, basé à Montargis, Hutchinson, et donc j'ai en charge le développement des connectiques rapides pour les applications transfert de fluide automobile principalement à Hutchinson. Donc. Merci. Alors pour les intervenants IPC, nous avons Jean-Christophe Bornéa. Oui, bonjour, chef de projet. Je suis chef de projet IPC au niveau de la fabrication additive, aussi bien métal que polymère, et je m'occupe essentiellement de tout ce qui tourne autour de l'outillage. Stéphane Peltreau. Bonjour à tous, Stéphane Peltreau, ingénieur fabrication additive métal et polymère, donc j'interviens sur toutes les problématiques qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai fini en me présentant, donc moi je suis Thomas Job, je suis responsable du service fabrication additive, dans lequel on fait de la fabrication additive polymère et métal et composite pour diverses applications, aussi bien de l'outillage que de la pièce directe. Donc on va retrouver du moule conformal cooling pour la partie métal, des pièces directes plutôt techniques en fabrication additive polymère et de l'outillage en polymère qui est le fil rouge de ce webinaire. Suivante. Tu passes à la slide suivante. Donc les demandes aujourd'hui qu'on retrouve très souvent autour de la fabrication additive pour la production en plasturgie, c'est vraiment l'idée d'apporter de la flexibilité au procédé d'injection en utilisant la fabrication additive. Donc en général, on va retrouver l'objectif global, ça va être de baisser le coût des outillages, notamment par rapport à de l'usinage d'aluminium ou d'acier. Et un autre point qui est aussi important que le coût, presque pour certaines entreprises, c'est les temps de délai de développement. Très souvent, c'est plus rapide d'imprimer une pièce dans un atelier que de sous-traiter de l'usinage ou de réaliser de l'usinage. On réfléchira aussi en tant que centre technique sur les questions liées à l'intégration des équipements et du savoir-faire. Donc, est-ce qu'il faut mieux sous-traiter ou s'équiper, investir dans un équipement pour l'intégrer en fabrication dans un atelier? Et quelles sont les contraintes liées à l'intégration? Donc, c'est un sujet aussi qu'on traitera dans ce webinaire. Alors, si on réfléchit un petit peu sur les outillages polymères et en particulier les empreintes en fabrication additive polymère, un intérêt qu'on va aussi très souvent retrouver, c'est l'idée d'avoir une pièce bonne matière. Alors, ce qu'on appelle bonne matière, c'est pas forcément c'est vraiment la matière qu'on va retrouver plus tard lors d'une production série, grande série. Donc, on va vouloir avoir la même nuance qu'on va utiliser en injection. C'est aujourd'hui un des points limitants de la fabrication additive polymère parce que très souvent, on va trouver des matériaux qui ne seront pas exactement les mêmes nuances que celles qu'on va utiliser en injection, parce qu'on va préférer, notamment pour le dépôt de filaments, des matières plus visqueuses que les grades qu'on utilise en injection. Grâce à cette technologie d'empreinte polymère, on va pouvoir réaliser des prototypes bonne matière. Donc, je vais vous présenter le plan rapidement de ce que nous allons voir aujourd'hui avant de passer la main à mon collègue. Donc, on va faire un petit rappel sur les technologies de fabrication additive pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec la fabrication additive. Donc, on verra vraiment quels sont les avantages et les inconvénients des différentes technologies, en gardant vraiment en trame cette application outillage, que ce soit à la fois pour les empreintes d'injection, des préhenseurs ou du posage. On regardera un peu les matériaux qui sont disponibles pour cette application outillage. Donc, on va chercher des matériaux plutôt performants qui tiennent bien en température et qui vont avoir des définitions relativement précises pour faire des pièces propres. Et le processus de développement de l'empreinte polymère.
On fera une présentation des cas d'études qu'on a réalisés à IPC. Et après, on fera un cas d'étude un petit peu plus en détail qu'on a réalisé avec la société Hutchinson. Donc, on présentera la pièce, les cahiers des charges, les aménagements qui ont été réalisés dessus, la fabrication, les reprises d'usinage qu'on a dû faire et le processus d'injection. Donc, ce sera un peu un fil rouge qui nous permettra d'illustrer ce que vous avez vu dans les 2 premières sections et une analyse technico-économique des résultats. Jean-Christophe, je te passe la main pour commencer la présentation. Ok, donc je vais vous présenter un petit peu les 3 grandes familles de fabrication additive pour les gens qui ne sont pas trop habitués de connaître la fabrication additive. Donc on a une première famille qui est donc la famille des fabrications par granulés ou par fil thermoplastique, donc communément appelée FDM ou FGF. Donc cette technologie est très facile à mettre en œuvre, elle est économique, elle a un grand choix de matériaux, elle a très peu de post-traitement. Par contre, son point faible, ça va être un peu la lenteur. Des pièces denses, c'est non recommandé. Et des états de surface pas très bonnes, avec des strates très visibles. On le voit sur l'image. Ensuite, on a la résine polymère, c'est-à-dire de la fabrication sous forme de résine liquide. Ici, on a une résolution qui est plutôt très bonne, avec des états de surface très bons, des gammes de matériaux assez importantes. C'est assez économique pour toutes les solutions de bureau, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur des machines industrielles, et on a la possibilité de faire des pièces denses. Point faible, comme je viens de le dire, c'est onéreux pour des machines industrielles, aussi bien à l'achat qu'à l'entretien. Les post-traitements, là, par contre, sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on aura le nettoyage des pièces avec un équipement spécifique. La 3e famille de fabrication polymère, c'est le polymère sous forme de poudre. Donc, cette famille, en fait, a une plus grande productivité. Elle permet de faire des pièces sans support. C'est un avantage. Son point faible, c'est une gamme de matériaux assez restreinte, une définition assez basse, avec une ruguosité un petit peu moindre que la technologie sous forme de polymère liquide. On peut faire on ne peut pas faire des pièces denses, c'est pas très recommandé par rapport à des pressions qu'on pourrait avoir sur les pièces par le passé. Le post-traitement est obligatoire pour le nettoyage de la poudre et des installations sont nécessaires pour nettoyer ces pièces. Alors là, j'ai défini un petit peu les matériaux et qu'est-ce qu'on attendait pour des empreintes polymères. On va chercher à avoir des résistances, des duretés, une rugosité qui est bonne pour éviter des polissages et ensuite une tenue en température par rapport à la température d'injection. Donc dans le tableau, j'ai repéré en fait par famille les côtés positifs et les côtés négatifs de chaque technologie. Donc pour les empreintes polymères, en général, on va utiliser la résine polymère liquide, c'est-à-dire les technologies SLA et DLP. Pour les préhenseurs et les posages, les critères sont un petit peu moins importants, c'est-à-dire qu'on va chercher une résilience et surtout une légèreté. Ici, on va plutôt privilégier les technologies solides et poudres FDM et SLS. Au niveau des empreintes polymères, le choix des résines est assez important. Et donc aujourd'hui à IPC, ça fait quelques années qu'on teste une multitude de résines. Et pour les caractériser, on se base sur les fiches techniques de tous les matériaux qu'on essaye de qualifier. Donc on essaye de mettre des notes par rapport aux différentes caractéristiques des fiches, c'est-à-dire la dureté, la dilatation, le HDT, les modules de flexion. Par rapport à ça, on sélectionne les résines qui sont les plus aptes à faire des empreintes polymères et on les teste dans plusieurs outillages et suivant plusieurs critères que IPC est en train de définir. Alors, ici, je vais vous montrer un petit peu le processus qui est un peu similaire au processus de développement des empreintes métal. Donc,
Au départ, pour faire des empreintes polymères, on a une DFN de pièces. Alors là, j'appelle une pièce difficile dans le sens où la matière difficile, comme le raccord qu'on va prendre comme cause d'étude, on a des matières qui sont avec des températures d'injection supérieures à 200, 225, 230 degrés. La topologie, hop, une fois qu'on a fait la pièce, pardon, on va faire les aménagements nécessaires pour faire les outillages. On va ensuite faire l'étude de l'outillage complet. Alors pour ce type de pièce, on aura besoin de compétences au niveau de l'outillage. Ici, on a des mouvements, on a des choses comme ça, donc on doit avoir l'aide d'un mécano. Et ensuite, la fabrication, on va pouvoir le faire aussi bien sur une machine industrielle, suivant la dimension des empreintes, aussi bien sur une machine industrielle qu'une machine de bureau. Une fois que ces empreintes sont faites, on va devoir les mettre dans une carcasse qui va permettre de faire l'injection sur la presse industrielle. Ce processus, en fait, revient à celui d'une empreinte métal. La seule différence est sur l'impression. C'est-à-dire que où en outillage traditionnel, on va avoir plein de phases, bureau méthode, FAO, fraisage, érosion, découpe-fil, etc. Ici, toutes ces opérations-là sont remplacées par une seule impression qui se fait dans la nuit ou dans les trucs. Donc, en fait, tous les délais sont gagnés dans cette phase-là d'impression. La reprise qu'on peut avoir, elles sont souvent mineures, c'est-à-dire qu'on a des reprises, on verra par la suite, des reprises sur le prisme et de l'ajustage par rapport à la précision que nous donne en fait l'impression 3D. Une autre filière pour les pièces très simples qui n'a aujourd'hui pas été qualifiée à IPC. Pour les pièces très simples, on va avoir une pièce très simple, on va avoir une étude, c'est-à-dire simplement une cavité et un poinçon qu'on va imprimer sur une imprimante de bureau, qu'on va mettre peut-être dans une fosse ou pas, et on va peut-être l'injecter directement dans une presse à main. Tout ce processus aujourd'hui n'a jamais été essayé à IPC, on n'a pas de valeur à vous donner à ce niveau-là. Je vais vous montrer maintenant quelques applications avant d'arriver sur le cas d'étude qu'on a fait à IPC. À IPC, on possède 2 outillages standards avec des empreintes standards qui nous servent à faire moult essais au niveau des matières, au niveau des résines. Le premier petit outillage, il nous sert un petit peu de benchmark pour les nouvelles résines, c'est-à-dire qu'on regarde par rapport à la fabrication de ces empreintes, les déformations qu'on peut avoir suite au post-traitement. On regarde ensuite la capacité qu'elle soit reprise, soit par un taraudage, soit par alésage et fraisage ou rectification. Elles nous servent aussi à tester les capacités des matériaux à être compatibles avec la résine. On a déjà connu par le passé des collages entre des matériaux injectés et des matériaux empreintes, ce qui a détérioré très très rapidement, voire à la première empreinte, à la première injection, l'empreinte. Donc vous voyez ici tous les types de pièces qu'on a fait, du PUI, etc., du PC. Et ensuite on a une deuxième empreinte IPC qu'on appelle torture, où là on conçoit des nouvelles technologies, des moules hybrides, comme vous voyez sur la photo de gauche, c'est-à-dire qu'on fait un plan de jointe dans une matière assez molle qui permet de ne pas usiner, quand on ne veut pas de bavure, usiner le plan de joint. Et en fait, elle sert de joint entre la partie fixe et la partie mobile. On peut tester aussi des mouvements. On peut tester aussi la capacité de durabilité d'une matière sur cette résine. C'est-à-dire, par exemple, ici, un Polypro, on s'était donné pour objectif 1000 injections et au bout de 1000 injections, alors évidemment, vous voyez les bavures, entre la première et la millième, la bavure était la même. On se donne aussi un cahier des charges. Quand on fait une empreinte polymère, le cahier des charges de départ sera très important. Ici, on a testé du PA6, 35% fibre de verre, du PEI. Et ensuite, on a fait des démonstrateurs un petit peu plus techniques, plus dans la vraie vie, comme ici, une poignée de portes intérieures.
un couvercle de barquette de nourriture, où là, on a testé la dépose d'étiquette sur une empreinte polymère. Ensuite, là, on était plutôt dans des grandes dimensions avec l'aide de Safran et Dassault. On a fait une empreinte polymère de 230 par 280, ce qui est une belle performance en empreinte polymère, surtout pour mouler du PC. Et ensuite, on aura le cas donc Raccord Hutchinson qu'on va voir juste après. Au niveau des périphériques, tous ces moules-là nous ont permis de développer des préhenseurs. Alors là, c'est issu de l'action collective des préhenseurs. Ici, on avait à tenir une petite rondelle où, en fait, sur le marché, les petites ventouses de ce diamètre-là, elles sont relativement chères, on va dire. Et on a essayé de voir s'il était possible en fabrication additive de concevoir, en fait, des petites ventouses à l'aide des matériaux souples qui existent. Donc, on a quelques versions de maintien de cette pièce. Ici, c'était une étude de préhenseur avec des études topologiques, d'un côté avec une contrainte de démoulage et avec l'autre côté sans contrainte de démoulage. Donc, sans contrainte de démoulage, sans support, on l'a fait en SLS, en poudre polymère, et l'autre en FDM. Ces préhenseurs sont continuellement utilisés à IPC pour nos moules de plaques pour le laboratoire. Ici, vous voyez donc pour le moule de capot, la barquette de nourriture, on a utilisé pour la dépose d'étiquette un préhenseur spécifique et on va dire un posage d'étiquette pour récupérer l'étiquette à un endroit bien précis. Ici, pour la poignée de porte COI, on avait le mouvement sur le côté ici, qui était très difficile à enlever manuellement. Donc, dans la soirée, on a dû se faire un petit montage pour pouvoir enlever facilement avec un bras de levier la pièce rapportée qui était dans l'outillage. Donc, on a fait un posage, c'est ni plus ni moins qu'une petite partie de la matrice et un petit support qui venait tirer sur le nez de chariot. Je vais laisser la main à Monsieur Tillet qui va présenter son produit. Ouais, effectivement, donc je vais remettre un peu dans le contexte ce genre de choses. Donc, on parle ici de raccord rapide. Donc l'idée de ce genre de produit, donc la fonction de ce type de produit, c'est de transférer un fluide. Bon, là, on parle dans le domaine du véhicule, de l'automobile. Ça peut également être du camion ou autre véhicule. Donc transfert de fluide entre plusieurs éléments du circuit. Alors ici, dans ce cas bien particulier, on est sur des typologies de produits pour le liquide de refroidissement, pour le transfert de liquide de refroidissement. Donc finalement, la fonction est de raccorder un tuyau qu'il y aura sur le circuit à un autre élément du véhicule, donc son interface client. En bleu, ce que j'ai indiqué sur cette slide-là, ce sont la nomenclature et les différents composants du produit complet. Et donc ce genre de raccord rapide permet une connexion entre tous ces éléments de façon rapide, simple et en garantissant l'étanchéité. Donc voilà, on a le corps principal de la connectique qui est le cas d'étude, la pièce qu'on a injectée dans les moules en impression en 3D. Et ensuite, on a une agrafe métallique, un joint qui permet de faire donc l'étanchéité et une bague en plastique également qui permet de maintenir ce joint en position. Et donc après, en jaune, des notions en termes de fonctions nécessaires sur ce genre de produit. Là où on a besoin de la fonction, c'est la connexion avec le tuyau, donc à droite. Et on a un élément important qui est une contre-dépouille dans ce cas-là, en tout cas dans ce cas de figure-là, qui permet le maintien de la bague en position. Et on est en termes de matière sur des PA66 GF30 ou GF35 pour ce type de produit. Donc ensuite, en termes de cahier des charges, donc je dirais que tout est important sur ce type de produit. La forme fait la fonction, mais on a quand même focalisé sur des points, on va dire, les plus importants.
Donc, ce que je disais, l'image du haut, donc c'est la connexion avec le tuyau, où on a besoin que tout ce profil soit sans bavure, du moins limité à 0,1 mm, c'est notre standard sur ce genre de pièces. Et après, un autre élément sur lequel on a focalisé, c'est le diamètre de portée de joint, donc le diamètre qu'on retrouve à l'intérieur de la pièce sur l'image du bas. Donc c'est le diamètre dans lequel on vient monter le joint torique qui permet donc de faire l'étanchéité. Et donc voilà, en termes derrière de fonction, on a réalisé des essais. Donc voilà, comme je disais, c'est d'être étanche, mais aussi d'avoir la performance suffisante pour faire la fonction et la tenue mécanique entre les éléments. Monsieur Bornéa, on ne vous entend plus. Si vous avez continué la présentation. Oui, je vais recommencer. Donc, au niveau de la simulation, pardon, j'ai oublié de remettre en route le micro. Désolé. Alors, je reprends. Donc, on commence par une simulation de remplissage. Cette simulation de remplissage nous permet de valider, en fait, le bon remplissage de la pièce dans un premier temps, mais surtout de regarder le champ de pression. Ce champ de pression ne doit pas dépasser à l'heure actuelle par rapport aux résines de référence les 70 MPa. Sinon, on peut avoir des problèmes au niveau dès l'injection. Ensuite, en accord avec le client, donc ici M. Tillet, on a pu aménager un petit peu la pièce, étant donné que les cahiers des charges stipulaient le diamètre et les bavures au niveau de la pipette. On a pu aménager et supprimer un mouvement, c'est-à-dire une contre-dépouille qui se situe ici, où on a simplement mis une dépouille vers le haut pour que ça soit un démoulage naturel. Donc la pièce avant, la pièce après. Ensuite, on a renforcé l'intérieur de l'empreinte. Si on avait fait la pièce telle qu'elle est aujourd'hui, on aurait eu une lame de matière qui aurait pu, par rapport à une éjection qui serait un petit peu tordue, aurait pu casser cette lame. Donc, on a essayé de la renforcer avec des rayons. Donc, avant, on avait ça. Après, on a rayonné avec des bons rayons de 1,5, entre 1 et 1,5. Et ici, on a supprimé la lame dans l'outillage, c'est-à-dire que cette protection, la protection pour la graffe, on l'a supprimée puisque dans ce prototype, ce qu'on voulait voir, c'était l'arrachement et cette cloison de protection n'a aucune fonction au niveau du fonctionnement du raccord. Donc, dans l'outillage, ce qui se passe, c'est que ici, cette lame de protection, cette nervure, en fait, engendre un petit bossage dans l'empreinte qui peut être fragile, toujours pareil, au démoulage. Donc, on l'a supprimé pour avoir quelque chose de massif. Pour l'outillage, on est parti sur une presse 150 tonnes. Et ensuite, pour ce type d'empreinte, on essaie de garder tout le temps à IPC en fait une carcasse standard qui permet de ne pas avoir à racheter, en fait, avoir des coûts supplémentaires à chaque empreinte. Le démoulage ne se fait pas en automatique. Alors, c'est une règle que j'ai fixée par rapport à nos carcasses. Un mouvement dit des usinages dans la carcasse qui dit qu'après, cette carcasse sera peut-être moins utilisable pour d'autres empreintes. Donc, tous les mouvements sont des mouvements en fait qui vont être démoulés manuellement à l'extérieur de la presse.
Les empreintes, on a rajouté de la régulation pour diminuer les temps de cycle. Au niveau de ces régulations, c'est vraiment que pour diminuer le temps de cycle. Elles n'ont pas vraiment d'office de refroidissement de pièces puisque les matériaux résine sont des matériaux isolants. Ensuite, on fabrique les pièces. Donc ces pièces, on a rajouté quelques surépaisseurs à droite à gauche qui vont nous permettre qui vont être prises par la suite pour permettre la précision qui avait été définie dans le cahier des charges, c'est-à-dire un plan de joint propre sur la pipette, un diamètre sur le nez de chariot qui soit aux côtes et étanche par rapport au joint qui sera monté ultérieurement. Les empreintes ont été faites sur une empreinte de bureau. On a fait 2 jeux de chariot qui ont permis en fait de gagner du temps du temps de refroidissement parce que les chariots, eux, sont en prise sur la totalité du diamètre, donc chauffent très très vite. Et ensuite, le temps de démouler, pour diminuer les temps de cycle entre l'arrêt et le redémarrage, c'est faire ce temps de démoulage en temps masqué. Je vais y arriver. Les reprises. Donc, pour avoir le plan de joint le plus propre possible, c'était une contrainte au niveau du cahier des charges. On reprend le plan de joint. Si, par exemple, le cahier des charges stipulait on pouvait accepter des bavures, cette reprise n'aurait peut-être pas nécessairement eu lieu. On aurait mis la précision de ce type d'empreinte aurait été suffisante. On fait les fraisages obligatoires sur l'arrière. Cette zone-là de reprise est obligatoire, c'est pas pratiquement. Il faut absolument qu'on ait un fond d'empreinte qui soit plan pour que les pressions d'injection appuient sur un maximum de surface et qui ne fassent pas des contraintes qui puissent fendre l'empreinte. Au niveau de la partie fixe, on a exactement les mêmes reprises. Et au niveau des chariots, en fait, toutes les surfaces en appui ont été remises droites. Il faut savoir qu'en fabrication additive, quelle que soit la fabrication additive, l'intervalle de tolérance qu'on peut obtenir tourne autour d'un IT de 11 au minimum et on est plus proche des 13. Alors qu'en fraisage ou en usinage conventionnel, on est très traditionnellement autour des IT de 7, c'est-à-dire un intervalle de 2 ou 3 centièmes, alors qu'en fabrication additive, on va avoir un intervalle de tolérance entre 5 voire 7 centièmes et qui n'est pas suffisant pour des outillages d'injection. Au niveau de l'essai, donc la préparation de l'essai, on monte le moule sur la presse et pour maîtriser en fait la chaleur de l'empreinte, la température, on va mettre une caméra qui va fixer en fait le point le plus chaud de l'empreinte et cette caméra, c'est elle qui va donner l'ordre de redémarrer le cycle. On se donne une température assez basse, bien sûr, pour que au fur et à mesure des injections, l'empreinte ne monte pas en température. Pour accélérer le temps de cycle, on va mettre des refroidissements avec des pipettes d'air qui vont venir refroidir l'empreinte. Dans notre cas, c'est là qu'interviennent tous les accessoires faits en fabrication additive. Sur la partie fixe, on avait l'opportunité avec l'air de refroidir l'empreinte très facilement. Là, mais les chariots ne permettaient pas le refroidissement de l'empreinte. Donc, il a été décidé de faire des préhenseurs. Des préhenseurs pour enlever les chariots, refroidir et remettre les nez de chariot une fois que le refroidissement a été fait. Donc, la même préhension prenait les chariots avec des ventouses sur les talons des chariots. Et pour aller chercher le deuxième nez de chariot qui avait été démoulé auparavant, on avait un système de posage qui permettait d'aller le chercher avec des références bien précises. On avait aussi un posage pour démouler manuellement les nez de chariot de la pièce, la moulée. Donc le chariot, on va vous montrer la caméra. Voilà, donc on avait un bras de... Le préhenseur venait chercher la moulée dans l'outillage. Et posait la pièce sur une plateforme
et venait chercher les deuxièmes nez de chariot et les posait dans l'outillage. Tout ça parce qu'en fait, la presse ne permettait pas de faire 2 ouvertures de porte dans le cycle semi-automatique, ce qui n'était pas vraiment prévu au départ, je vous l'avoue. Voilà. Et pendant ce temps, on pouvait enlever la moulée, les nez de chariot de la moulée avec le deuxième posage. La température d'injection, c'était 290 degrés dans les empreintes polymères. On a fait environ une centaine de pièces. On a eu très rapidement un souci au niveau de la carotte qui est restée dedans, qui est restée côté matrice, et en cycle, semi-cycle, elle est venue un petit peu abîmer toute la partie injection, malheureusement. Je vais laisser la parole à Monsieur Tillet qui va vous expliquer en fait ce qu'il pense des résultats obtenus et des remarques. Effectivement, donc j'ai pu récupérer le lot de pièces, voilà, une centaine de pièces de mémoire. Donc l'idée c'était de pouvoir les analyser et puis également faire des essais sur ces pièces-là. Donc en termes d'analyse, c'est l'objet de cette première slide. Donc bon, c'était de regarder le remplissage finalement et l'injection de la pièce. Bon, il y a plusieurs méthodes. On est passé par ce qu'on appelle une coupe polie pour rapidement voir on va dire l'intérieur de la pièce. Donc c'est ce qu'on peut voir sur l'image. Et finalement, on a quelque chose de très propre, une pièce très bien remplie. Le seul endroit où on pouvait éventuellement voir quelques porosités, finalement, c'est la partie massive due à l'endommagement du point d'injection. Mais hormis ça, on a une pièce qui était très bien. Si on passe aux observations suivantes. Donc ensuite, ce qu'on pouvait constater sur les pièces, on savait, on avait déjà fait certains aménagements par endroit pour éviter certains angles vifs. Bon, il n'empêche qu'il fallait quand même conserver certaines zones avec angles vifs, et donc on a pu voir à travers les injections qu'il y a eu finalement une usure du moule, voilà, dans certaines zones. Alors pour certaines d'entre elles, représentées par les flèches vertes, je dirais qu'on pourrait éventuellement déroger sur ce type de pièces. Ce ne sont pas des endroits où en termes de fonction, on serait embêté. Même pour la partie liaison avec le tuyau, on pourrait se permettre de laisser les petites zones remplies telles quelles. Là où j'ai mis une flèche rouge, en revanche, c'est un élément assez important de la pièce. Ça permet l'indexation et sa rotation sur l'interface côté client. Et là, effectivement, ça a été endommagé dans le fond. On ne serait pas capable de monter le produit sur l'interface client. Donc, on pourrait imaginer un aménagement à ce niveau-là pour améliorer un peu, augmenter le gap ou avoir une forme différente et améliorer le démoulage. Et ensuite, la bavure qui était le point, les bavures qui étaient un des points importants. J'ai fait le même type d'analyse avec des flèches vertes et rouges pour indiquer finalement que dans les zones vertes, on est très bien dans pas mal d'endroits. Alors, bien qu'on voit une grosse bavure sur le profil qui permet la liaison avec le tuyau, il y a quand même du positif. D'un côté, on a une bavure qui est assez importante, mais de l'autre, en revanche, on n'a quasiment pas de bavure. Donc, c'est plutôt un bon point. Finalement, on parle, je pense, à mon avis, d'ajustement de moule pour supprimer complètement les bavures. Après, à l'intérieur de la pièce, également une bavure assez prononcée. Donc, bon, là, on parle de transfert de fluide, c'est le genre de choses qu'il faut éviter pour les pertes de charge, ce genre de choses-là. Mais globalement, c'est positif. On sait qu'on peut faire une pièce avec peu, voire pas de bavure. Et le dernier élément que j'avais indiqué, c'était une zone ce qu'on appelle polyglace sur l'extrémité du profil pour lier le tuyau, où voilà, on demande une rugosité particulière en général assez basse, où on a sur une pièce injectée en général un effet quasiment miroir. Bon, bien qu'on n'ait pas obtenu quelque chose de bien, on a finalement une pièce étanche. C'est ce qu'on va voir sur la page d'après, où nous avons réalisé des essais. Donc le b.a.-ba c'est le démarrer avec l'étanchéité de ce genre de produit, de vérifier si la fonction est garantie. Alors, on avait également constaté des non-conformités sur des dimensions. On a fait une métrologie et donc on a constaté ça. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui,
En l'état, la connectique était étanche en allant jusqu'à 7 bars, donc ce qui est plutôt positif. Ensuite, des efforts de montage, c'est une des fonctions aussi importantes pour le client, qui est directement liée au dimensionnel des pièces. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est vraiment pour de l'information. Je ne donne pas de valeur particulière. Et l'effort d'arrachement, donc c'est un essai destructif, c'est pour vérifier la tenue mécanique de notre produit sur l'application. Donc là, on a obtenu en moyenne des valeurs à 2500 newtons. Et finalement, c'est notre standard, c'est ce qu'on obtient la plupart du temps sur les produits, sur les équivalents. Alors effectivement, c'est ce que j'ai rappelé, on est sur la même conception. Et ce qui est très important, c'est qu'on est sur de la bonne matière finalement. Donc c'est ça le point clé finalement de cela. Donc positif, je dirais. Voilà, merci M. Tillet. Donc après, on a fait un petit comparatif. Donc le mécano qui a repris les empreintes, je lui ai demandé de me chiffrer en fait l'outillage s'il avait été en entier. On a fait ça sur une base 100 parce que si c'est un prix français, un prix chinois, on va pas là. On est allé chez la même référence et on a comparé en fait tous les prix. Donc on s'aperçoit qu'au niveau du coût des empreintes, bon évidemment en interne ça nous a coûté tant. La reprise des empreintes, on va dire 97% du budget, c'est la fabrication des empreintes. Au niveau de l'outillage polymère, on est descendu à 68%. C'est ce que je vous disais au départ. C'est là où on gagne, en fait, entre guillemets, puisque là, on gagne 3 semaines et à la sortie, on n'a que 2 semaines d'écart. Le coût des périphériques, c'est la même chose au total. Donc, 33%, 35% de gain au niveau du coût et 30% de gain au niveau des délais. Je vais passer maintenant la parole à Stéphane Pelletreau au niveau de la démarche. Donc en effet, moi je vais vous parler du coup de la démarche qui a été utilisée dans le cas de l'impression des pièces, donc justifie un peu les choix techniques qui ont été faits. Donc ça relate par rapport à une action collective qui avait eu lieu en 2021 où on avait justement mis différents cas d'études par rapport aux bénéficiaires qui participaient à l'action collective en tant que bêta-testeur, où on avait développé toute une démarche et du coup on l'a appliquée ici. Donc cette démarche, merci. Finalement, elle est constituée de différentes étapes. Donc on a développé 2 cahiers des charges, un cahier des charges produit qui est sous au format A4. Donc l'intérêt c'est que c'est un peu un QCM, et le but c'est de cocher en fait les différents besoins qu'on a par rapport aux différents produits. L'idée c'est de pas se focaliser sur un procédé de réalisation, c'est vraiment se baser sur les besoins qu'on a pour la réalisation du produit. Et on a aussi un cahier des charges au niveau de la machine, donc au niveau de s'il y a besoin d'un investissement, ça va permettre de se poser les bonnes questions pour savoir si on a différents cas dans l'entreprise. Est-ce que ça va valoir le coût d'un investissement au niveau de la machine ou rester sur une étape de sous-traitance. Une fois ces cahiers des charges réalisés, donc on va faire un cahier des charges pour chaque produit qu'on a besoin. Et après, par la suite, donc ça va nous permettre, avec une analyse, de pouvoir identifier les procédés de fabrication qui vont être nécessaires, les matériaux, identifier les machines, et ensuite on va pouvoir faire donc, ici la partie simulation et impression des pièces, dans le cas justement du cas d'étude de Hutchinson. Mais dans le cas de l'action collective de 2021, le but c'était de pouvoir identifier différentes machines qui pouvaient répondre aux besoins. On avait fait différents choix, des choix économiques, stratégiques ou pragmatiques en fonction des besoins pour leur montrer, voilà, est-ce qu'il était nécessaire de sauter le pas ou non en fonction des besoins et en fonction des implantations dans l'entreprise. Je peux passer à la slide suivante. Donc voilà, donc dans le cas de l'étude de Hutchinson, on a pu réaliser 3 cahiers des charges produits. Donc les différents critères ont été remplis. Donc on avait les DFN des différentes pièces à réaliser. Donc là on a les dimensions et on a les différents noms des pièces. On peut passer à la slide suivante. Donc une fois qu'on a justement rempli ces cahiers des charges, toute la partie analyse
commence. Donc le but, voilà, c'est qu'on reprend les principales informations qui peuvent déterminer plus ou moins un procédé qui va être le plus adapté par rapport aux pièces. Donc dans le cas de la main de préhension, il y avait un besoin unitaire. On est au niveau de la précision dimensionnelle, on était assez large parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément la nécessité d'être précis, mais par contre qui ont besoin de répondre à la fonction notamment d'aspirer l'air pour pouvoir justement faire la préhension de la pièce. Donc dans ce cas-là, c'était principalement le dépôt de fil qui se démarquait, merci, qui se démarquait vis-à-vis du besoin et aussi d'un point de vue économique. Pour la partie de la pièce en bonne matière, forcément que la stratégie d'impression en fabrication additive n'est pas adaptée pour avoir vraiment les mêmes résistances que le produit fini. Donc on s'orientait plus vers une empreinte polymère, et donc comme l'a expliqué Jean-Christophe juste avant, avec le besoin de régulation en eau, les besoins d'avoir des matières qui sont chargées. Alors là, dans ce cas-là, pour la partie résine, c'est plus chargé au niveau de céramique. Donc là, ce qui se démarquait le plus, et en plus avec la précision dimensionnelle qui était assez faible, enfin assez importante à avoir, les procédés SLA ou DLP étaient envisagés. Pour la partie gabarit de posage, le dépôt de fil était le plus intéressant parce que voilà, on n'avait pas forcément besoin d'une grande précision au niveau dimensionnel. Il pouvait y avoir des reprises qui pouvaient être faites ou ajustées en fonction de la pièce, et c'était plus pour le côté résistance en température où le FDM collait le mieux. On peut passer à la slide suivante. Donc de ça, on a pu identifier les matériaux. Donc dans le cas de la main de préhension et le gabarit de posage, on avait des contraintes assez similaires. Donc au niveau de la température, on était aux alentours des 50 à 100 degrés parce que forcément la moulée sortie de moule était elle était encore chaude. Donc vu qu'il y avait le double besoin de la sortir de la presse, on avait un besoin de résistance en température. Au niveau des teintes, on n'avait pas vraiment de contraintes. Après, c'était plus au niveau des assemblages qui allaient être par vissage ou goupillage et la notion d'utiliser des matières qui vont résister en température. Donc en fait, on s'est orienté vers des polyamides, polycarbonate PP-ABS qui vont répondre à l'ensemble des besoins. Et dans le cas de la pièce bonne matière, forcément, c'était des résines qui sont un peu plus typées pour outillage. Donc ça peut être des résines rigides, ça peut être des résines high temp ou encore tough, qui ont une bonne résistance mécanique en général, une bonne résistance en température. Et après, il en existe aujourd'hui une bonne dizaine de références. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc au niveau de l'identification des machines, donc on s'est forcément basé sur le parc machine IPC dans ce cas-là. Donc au niveau des machines que nous disposons, là d'un point de vue des précisions des matières, on avait soit le choix entre des machines qui étaient plus typées professionnelles, donc à l'échelle d'un bureau, ou des machines industrielles. Au niveau des matières, on a un bon nombre de matières qui sont compatibles avec ce projet. Donc là, on s'est orienté vers la chose qui était la plus économique. Donc dans notre cas, c'était une machine professionnelle avec une matière qui est chargée donc un polyamide est chargé en fibre de carbone, donc qui permettait d'avoir la résistance et aussi la précision d'un point de vue de la mécanique de la machine. Et donc le but, c'était d'avoir les deux pièces réalisées dans une bonne qualité, un délai assez court et des matières économiques. Oui, bien sûr. Concernant la partie résine, donc ici, comme l'a expliqué Jean-Christophe tout à l'heure, on s'est plutôt orienté vers une machine de bureau, parce qu'aujourd'hui, ça permet d'utiliser des petits volumes de résine, vu que là, on n'avait qu'une seule empreinte à réaliser. En plus, aujourd'hui, ces machines de bureau ont pas mal de développement au niveau des résines pour de l'outillage, donc des empreintes polymères. Donc on a une bonne expérience sur ces machines, donc c'était un choix facile d'un point de vue qualité-coût délai aussi. Et donc on pouvait remplir le cahier des charges dans son entièreté avec cette machine. Je laisse la main à Thomas pour la partie. Merci. Oui, je change de casquette et je fais maintenant la présentation de l'offre de service d'IPC. Donc voilà, IPC, on est une structure donc indépendante, on a un centre technique industriel, donc on a une offre impartiale pour vous accompagner sur ces thématiques. Donc voilà, si vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc il y a plusieurs possibilités pour être accompagné. Vous pouvez accéder, alors pour les entreprises bénéficiaires, vous pouvez télécharger les livrables sur lesquels on va détailler plusieurs analyses qu'on a réalisées au niveau des résines, des cas d'utilisation. Donc ça, vous pouvez vous connecter sur notre site pour les télécharger. Pour les entreprises qui ne sont pas bénéficiaires, ils sont disponibles à la vente à partir de 2 500 €.
Voilà, IPC peut vous accompagner alors déjà sur ce partage de retour d'expérience à travers ces livrables. Aussi peut aussi vous conseiller sur votre projet. Donc on peut à partir de là, on a essayé de mettre des tarifs, mais bien sûr ça dépendra exactement de votre offre, de votre demande. Sur le choix de matière, de machines, de presse, pour vraiment regarder l'éligibilité de vos pièces, vous conseiller sur les démarches pour vous lancer dans votre projet. La réalisation d'une preuve de concept sur le petit outillage que vous avez vu, ça commence à partir de 2 000 €. Ou réaliser un démonstrateur industriel, donc ça c'est des projets plus conséquents en général. Donc là les prix vont vraiment dépendre de la pièce que vous nous soumettez. On vend aussi des journées d'essai sur nos presses, on a des presses de toute taille, de 15 tonnes à 1000, si je ne me trompe pas. On peut vous conseiller aussi pour l'intégration de la fabrication additive dans votre entreprise. Donc, si vous voulez investir, donc on peut aussi vous conseiller. Nous ne revendons aucun équipement, donc on ne prend pas de commission sur des achats. On a aussi une approche impartiale puisqu'on vend aussi bien de la fabrication additive que de l'injection, que d'autres technologies. Donc, on vous accompagnera vraiment pour faire les bons choix, que ce soit ou d'investir, ou de sous-traiter, ou d'aller vers de l'injection, ou de rester sur la fabrication additive, ou éventuellement même de rester sur des outillages conventionnels. Je vais garder les 15 minutes restantes pour essayer de traiter les questions qu'on a pu avoir tout au long du webinaire. Je vois qu'il y en a pas mal. Donc, je vais remercier déjà tous les intervenants. Monsieur Thier pour cette présentation et pour nous avoir laissé pour la communication que nous avons pu réaliser ensemble sur ce démonstrateur. La société aussi Europlastique, vous avez vu le moule pour la barquette à un moment de la présentation. Nos partenaires Safran et Dassault pour et la DGAC pour l'empreinte grande dimension que vous avez vu aussi dans cette présentation. Stéphane pour la partie sur l'intégration de machines, qui est aussi un axe très important et sur lequel on est aussi là pour vous accompagner et vous aider. Je sais pas, tu veux dire aussi un mot peut-être, Guillaume, sur les actions collectives, avant que je passe aux questions. Merci Thomas. Oui, moi je rajouterai deux choses. Donc Guillaume Drouel, je suis coordinateur des projets d'action collective. Je dirais juste un petit mot, je ne rentrerai pas dans le détail technique, mais comme l'a souligné Thomas, tous les résultats qui vous ont été présentés aujourd'hui sont le fruit de projets d'action collective. Et donc, écoutez, nous vous invitons à venir consulter le site IPC et faire la demande via le petit formulaire que vous trouverez sur la partie collective. Et vous pourrez donc avoir accès à ces différents rapports de projet. Voilà. Très bien. Merci. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre. J'espère qu'on pourra tous les traiter dans les 13 minutes qui restent. On va essayer de garder un bon rythme. Donc, la première, c'était comment choisir la bonne matière pour l'empreinte. Alors, je vais répondre à celle-là. Je vous invite à télécharger le livrable où il y a l'analyse de toutes les résines qu'on trouve sur le marché. Ou sinon, alors si vous n'êtes pas bénéficiaire, on peut vous faire une offre aussi pour ce document. Donc, on a choisi un peu dans cette présentation de ne pas forcément citer de fournisseurs, pas trop citer de fournisseurs, parce que le bon choix dépendra un peu de votre projet. Donc voilà, je vous accompagne. Alors si vous êtes une entreprise bénéficiaire, je vous invite à télécharger le livrable. Sinon, on peut vous faire une offre et vous pourrez bénéficier de toutes les analyses qui ont été faites sur les machines. Par contre, je ne souhaite pas ici recommander une matière plutôt qu'une autre. La seconde question, c'était est-ce que vous avez injecté des TPE dans des moules imprimés en 3D polymère? Jean-Christophe, tu peux répondre? On n'a pas injecté du TPE, mais ces matériaux-là ne sont pas nécessairement agressifs ni nécessitent normalement de grosses pressions. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Après qu'on ait injecté... Après qu'on ait injecté du PUI ou du PIC dans ces empreintes-là, je pense que c'est jouable. Très bien, donc pas de souci pour le TPE a priori, c'est pas une matière très technique. On ne vous entend plus, alors ça, désolé pour le petit raté, nous excusons. Est-ce que la simulation prend en compte que la pièce est fabriquée en fabrication additive? Une question très intéressante. Alors, la simulation qu'on fait pour le remplissage ne tient pas en compte l'empreinte en polymère. En fait, la simulation de remplissage, elle est là simplement pour estimer en fait les pressions. Et
aménager les zones qui permettraient de diminuer cette pression pour que l'empreinte soit dans des bonnes conditions lors de l'injection. On ne va pas simuler aujourd'hui le refroidissement. On a des travaux en cours pour être en mesure de le faire. Oui, oui, on a beaucoup de simulations qui vont être faites dans les mois qui viennent sur justement le comportement des empreintes et de savoir jusqu'où on peut aller et quelles sont les bonnes dépouilles, les bons rayons à mettre, etc. Et essayer de comprendre un peu comment se passe le comportement de la résine face à l'injection. Merci Jean-Christophe. Donc la suivante, toujours pour toi, comment gérer le retrait de la matière injectée? Donc là, pour le cas du raccord, on a pris le même retrait qui était dans les pièces en acier. Après contrôle, les pièces polymères étaient aux bonnes cotes, mais les pièces injectées étaient avec un écart assez... on était en dehors des clous. Donc je pense que le retrait dans une empreinte polymère et dans une empreinte acier n'est pas tout à fait identique. Donc à ce niveau-là, il va falloir peut-être faire comme un moule traditionnel, se laisser une petite surépaisseur, mesurer, faire une première injection, mesurer et ensuite corriger et reprendre l'injection derrière. De notre expérience, notamment sur les polymères semi-cristallins, on peut avoir des vitesses, des taux de cristallinité un petit peu différents, parce qu'on a un refroidissement qui est légèrement différent, ce qui peut aussi entraîner des petites variations au niveau des cotes. Alors j'avance parce qu'il y en a encore pas mal, et merci à tous d'ailleurs pour vos questions qui sont fort intéressantes. Alors dans ces conditions et en se basant sur les résultats du cas d'étude de Hutchinson, est-ce envisageable d'utiliser cette solution pour la production de pièces finales, de petites séries? Moi, je pense que oui. Après, les pièces Hutchinson ou les essais qu'on a fait dernièrement sont avec des matériaux qui sont avec des températures d'injection au-delà de 250 degrés. Tout ce qui est polypro aujourd'hui, il est vraiment envisageable de faire des petites séries d'une centaine jusqu'à un millier de pièces en fonction de la topologie de la pièce, évidemment. Est-ce qu'il y a un post-traitement sur les empreintes résine? Oui, il y a des post-traitements. Donc, il y a les traitements UV traditionnels pour finir de polymériser la résine. Et de plus en plus, on fait des traitements thermiques qui permettent de vraiment consolider et d'avoir un matériau qui soit durable et qui ne bouge pas durant l'injection. Avez-vous testé des élastomères vulcanisables? Non, pas testé ce genre de choses. Non, on n'a pas testé. C'est vrai que IPC a plutôt une expertise sur le thermoplastique, thermodur avec du plastique et du polymère. Il y a un centre technique pour les caoutchoucs. Voilà, donc c'est pas forcément des choses qu'on nous a demandé de tester jusqu'à présent. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des essais aussi dans ce domaine, mais voilà, la porte est ouverte, mais c'est vrai que c'est pas dans notre cœur de métier. Quelle est la durée de vie de l'empreinte développée en termes de nombre de moulages? La durée de vie va vraiment dépendre du matériau, de la topologie. Par exemple, le moule torture en polypro, comme je vous ai dit, a fait 1000 injections. Le moule l'empreinte de poignée COI a fait 150 pièces en ABS, 150 pièces en ABS-PC, mais c'est des objectifs chiffrés qu'on s'était donnés, on n'est pas allé au-delà. Évidemment, sur des matériaux polypro, les 1000 pièces sont largement atteignables sur des matériaux un petit peu plus techniques quand on va monter en température. Aujourd'hui, avec les résines de référence, on ne peut pas dire, on va dire, difficile au-delà d'une température d'injection de 250 degrés, d'aller au-delà d'une centaine de pièces. Disons, ce n'est pas garanti. Oui, c'est vraiment un inconvénient de la techno, mais il est difficile pour nous de garantir aujourd'hui un nombre de pièces, notamment quand on va chercher des matières techniques chargées. Des fois, ça se passe très bien, on peut aller très loin. D'autres fois, ça va être un peu plus court. Ça dépendra des matériaux de géométrie. Question suivante. Avez-vous des idées sur la résistance mécanique d'une pièce à isogéométrie en fonction de la techno d'impression pour un même matériau et de la stratégie d'impression? Alors ça, c'est plutôt pour Stéphane.
Tout à fait. Donc on a une action collective donc l'année dernière qui est donc le rapport est en cours de finalisation. Justement où on parle de résistance mécanique en fonction des matériaux et des stratégies d'impression. On a justement essayé de démontrer que en fait la stratégie d'impression a un fort impact sur les propriétés mécaniques et aussi en fonction des matériaux, au niveau aussi de l'environnement d'impression. Donc tout ce rapport justement va détailler les différents cas et pourquoi en fait cela a un impact. Donc on a fait une grosse partie sur la bibliographie pour justement montrer ce qui avait déjà été fait. On en a fait nous en plus, on a pu s'appuyer sur des bêta-testeurs justement pour l'appliquer à différents cas d'études. Ça sera l'occasion justement de pouvoir en reparler. Mais oui, il y a un fort impact. Oui. Ben, si vous êtes bénéficiaire, je vous invite à télécharger les livrables et si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous n'êtes pas bénéficiaire, on pourra vous faire une offre pour avoir notre retour d'expérience dans ce domaine. Je crois qu'on arrive au bout des questions, si je ne me trompe pas, et aussi au bout de l'heure, donc le timing était plutôt parfait. Je vais remercier une dernière fois tout le monde pour cette présentation. Je trouvais très complet et c'était très bien illustré à travers ce cas d'utilisation concret. Et merci à vous pour votre écoute. Je vois qu'on a toujours un nombre important de gens actifs et pour vos questions qui étaient fort intéressantes. Voilà, vous allez recevoir la présentation sous format PDF ainsi qu'un lien pour le replay. Voilà, donc si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci à vous. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.